ce genre de vidéo. Excusez-moi pour le bouton. Alors en ce moment j'ai des boutons, donc je sais pas si vous aussi, mais c'est la période où on est fatigué, on rentre dans l'hiver et du coup, why not. En tout cas, ce soir, on se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo comme vous les aimez bien, chuchotement près du micro. Et ce soir, j'ai jamais encore fait ça. Sur ma chaîne, je vais vous raconter quelques histoires d'horreur, voilà. Parce que c'est le thème dans 2 jours. Et c'est Halloween, du coup, je trouvais ça plutôt cool. Voilà, j'attends vos retours en commentaire. J'essaye de faire des concepts originaux pour que ça soit toujours pas, enfin que ça soit pas toujours le même. D'ailleurs, j'avais une idée, dites-moi en commentaire si genre en mode j'aimerais bien créer, puisque vous aimez bien mon chuchotement près du micro, c'est genre de raconter au moins une fois par semaine des faits divers, voilà. Dites-moi en commentaire. Merci à tous d'être présents sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Vos retours, j'adore. Donc voilà, donc si cette vidéo vous plaît, et bah, n'hésitez pas à liker, voilà, ça me fait vraiment plaisir. À vous abonner si la chaîne elle te plaît uniquement.
juste avant l'arrivée des enfants, sonnant à la porte. L'homme, qui avalait sa nourriture avec voracité et comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie, demanda à sa femme juste avant d'engloutir une bouchée: mais où as-tu trouvé les pommes pour faire cette tarte? Je les avais toutes prises ce matin. C'est en avalant cette bouchée qu'il réalisa un peu trop tard, alors qu'il venait de se trancher la gorge de l'intérieur avec ces fameuses pommes. Personnellement, c'est pas des histoires qui me font peur, mais bon, voilà, parce que moi j'aime bien les trucs hard. La troisième histoire, c'est la voisine. Voilà. Un jeune homme qui habitait dans un immeuble à logement. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte et il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint là-bas et elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher le lendemain matin. Compatissant, le jeune homme lui offrir donc une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Au réveil, la couverture était pliée et bien rangée dans le coin du sofa et la jeune femme semble avoir quitté les lieux. Le jeune homme se prépara et partit donc travailler. Le soir suivant, on frappe à nouveau à sa porte. C'est encore la même femme, mais cette fois-ci son visage porte des marques de violence. Elle lui demande à nouveau l'hospitalité. Incapable de refuser, le jeune homme lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Au petit matin, même manège, elle n'est plus là. Cette situation se répète tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend alors que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans son appartement quelque temps auparavant. Ah ouais, là c'est chaud. Commence. J'aime bien. On va continuer du coup. Il y en aura sûrement plus de 3. 4. La Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici une des plus nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur la terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui un soir, alors que la pluie bat dans sa bas. Ouais, on va faire un petit peu un jeu d'acteur. Sur le bord de la route, il aperçoit une jeune femme vêtue de blanc. Par compassion et pour se rendre utile et aimable, il décide de s'arrêter et de lui offrir de la raccompagner chez elle. Fort aimable, elle accepte et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot du reste de la route. Pendant le trajet, elle reste silencieuse jusqu'à ce que traverse le pont du Furet. À cet instant précis, elle devient agitée et effrayée. Une fois arrivée à la destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui rende. Cependant, ne voyant pas la femme revenir, le médecin sonne à la porte de la maison. Un couple lui ouvre et leur raconte alors leur histoire en décrivant la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui révèle alors que cette jeune fille était leur fille unique, décédée tragiquement lors d'un accident de moto sur le pont du Furet plusieurs années auparavant. Et là, c'est là qu'on voit la Dame Blanche arriver derrière moi. Vous savez, petite anecdote, quand j'étais petite, et ben moi, je sais pas pourquoi, j'aimais trop aller devant mon miroir, mais pendant des années, et aller dire la Dame Blanche et tout pour essayer de la voir. J'étais complètement tarée. Cinquième histoire. Le casse-tête. Installé dans son salon, une femme âgée, vivant seule, décida de faire un casse-tête pour passer le temps. C'est à la nuit où l'obscurité et la noirceur totale prenaient toute la place autour de ces lieux. Soudain, une impression étrange la saisit. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans son casse-tête et assemblait les pièces, elle reconnaissait à peu dans son puzzle le décor de son propre salon, puis de sa télévision, puis d'elle-même, vue de la face.
Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence douteuse. Malgré tout, comme elle n'a pas le choix, elle s'arrête. Pendant que le commis fait le plein, ce dernier semble très distrait. Par l'arrière de leur véhicule, il s'exécute enfin et lui demande d'ouvrir le capot. Parce qu'il flaire un problème alors qu'elle se trouve seule dans une petite station essence, délabrée en plein milieu de nulle part, et que le commis a des comportements étranges. Le cœur de Denise bat la chamade. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécuta tout en se demandant pourquoi elle ne se mettait pas à crier. Dès qu'elle arriva devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit: cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. Puis, il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit: il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devons appeler la police. La femme apeurée partit en courant vers sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière. Au bout de quelques minutes, Denise regarda dans son rétroviseur. Elle vit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. Sur le champ d'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série. Qu'il avait eu la peau de Denise. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture? Oh putain. La phrase de la fin, elle... Voilà. Bon bah on continue. Voilà, je sais pas si ça vous plaît, moi j'aime bien, donc j'ai envie de continuer. Au début c'était bof, mais là ça devient un peu genre croustillant, vous voyez. Genre moi ce que j'aime trop c'est regarder des histoires d'horreur et avoir mon paquet de chips ou mon paquet de popcorn et être là en mode j'attends. 7e histoire. David McCallum et son jeu de Ouija. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborda 2 hommes âgés de 15 et leur proposa de venir écouter de heavy metal. Étant passionnés par cette musique, les adolescents Michael et Stephen acceptèrent l'invitation et suivirent ce nouvel ami plus âgé qu'eux. Une fois arrivés chez David, Michael et Stephen furent frappés par le désordre qui régnait à son domicile, où des disques d'Iron et de Metallica côtoyaient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce trônait un autel drapé de noir avec des sièges allumés à chaque extrémité. D'un ton paisible, McCallum expliqua à ses invités qui semblaient perplexes: cet hôtel est dédié à Satan. Mon ami Denis et moi-même vouons un véritable culte du diable. Nous invitons le Ouija pour entrer en communication avec les morts. Tout fier, il montra du doigt le plateau de jeu posé au pied de l'autel et proposa une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptèrent. Une fois Denis arrivé, les 4 jeunes hommes s'installèrent autour du plateau de Ouija. Assis par terre, suivant la tradition du jeu, chacun déposa une main sur le triangle mobile au centre du jeu. Presque instantanément, la voix souterainement très rock de McCallum rompit le silence. Il dit: Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dis-nous ce que tu désires que nous fassions. McCallum se leva brusquement, saisit violemment le jeune homme. Michael et le projecta sur le lit et l'immobilisa de toute sa force. Puis armé d'un couteau de combat, il poignarda sauvagement sa victime 11 fois. La longue lame effilée s'abat sur le corps du pauvre jeune homme. Denis, qui tente tant bien que mal de retenir Stephen, terrorisé, finit par crier à McCallum: arrête David, arrête, il est mort. Dans un sursaut, Stephen parvient à se libérer et s'échappe en courant. Une fois seul, David et Denis enveloppèrent le cadavre dans une couverture et décidèrent de le transporter dans
Son complice fut quant à lui condamné 10 ans de détention pour un autre établissement psychiatrique. Chelou, chelou. On va finir avec la dernière histoire. Le fantôme d'Alcatraz. Situé au beau milieu de la baie de San Francisco, la prison fédérale à sécurité maximale d'Alcatraz, je pense au tennis, n'importe quoi, abrita les plus grands criminels américains de 1934 à 1963, année de sa fermeture officielle. 10 ans plus tard, le site fut ouvert au public et devint l'un des lieux touristiques majeurs de l'État de la Californie. Plusieurs témoins affirment avoir été confrontés à des apparitions de fantômes. La plupart auraient lieu dans le couloir principal de l'ancienne prison où 3 détenus, Bernard, Joey et Marvin, furent abattus le 4 mai 1946 alors qu'ils tentaient d'échapper à la vigilance de leur gardien et s'évader